Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de septembre. J'ai 3 romans à vous présenter qui sont complètement différents, aussi bien les uns que les autres. Et pour le coup, c'est super parce que le mois de septembre aura été un mois excellent niveau lecture, puisque ce n'est que des 4 sur 5 au niveau des notes que je vais vous présenter. Donc ça montre bien que j'ai eu de très bonnes lectures, donc c'est parti, je vous en parle tout de suite. Et pour le coup, pour une fois, j'ai les livres encore en ma possession, je les ai pas encore amenés chez mes parents, donc je vais pouvoir vous les montrer. Le tout premier que j'ai lu au mois de septembre, il s'agit de Le Joyau, le tome 1 de Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. C'est un roman qui me faisait très envie, puisque je pense que pour vous ça va faire aussi le tilt. Il fait beaucoup penser à la saga La Sélection de Kirakas, une saga que j'ai beaucoup aimée. J'avais d'ailleurs fait un zoom saga dessus, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et du coup c'est vrai qu'il me tentait énormément. On va aborder le thème des mères porteuses, donc c'était encore plus intéressant pour moi parce que j'étais curieuse de savoir comment l'auteur avait amené son univers. On peut souligner que la couverture est vraiment magnifique et franchement ça a été une excellente lecture. Ici on va suivre le personnage principal qui n'est autre que Violette, qui depuis l'âge de 12 ans a été arrachée à sa famille, à sa mère, son frère et sa petite sœur pour devenir mère porteuse. En fait, quand vous avez l'âge de 12 ans, on vous fait un examen pour voir si vous pouvez être une mère porteuse. On est dans un univers dystopique, c'est une dystopie, où vous avez le joyau qui est au centre comme un peu d'une île entre guillemets, où vous avez des personnes très riches. Sauf que les femmes de ce joyau ne peuvent pas avoir d'enfants. Elles ne peuvent pas les porter elles-mêmes pour une raison X ou Y. Je ne vous le dirai pas parce que on l'apprend un petit peu dans le tome 1, mais on l'apprend tardivement et je pense qu'on manque encore d'éléments à ce niveau-là. Donc on a le joyau qui est donc constitué de personnes très riches et vous avez tout autour d'autres, on va dire, villes. On a le Marais, d'où vient Violette, où les gens vont par exemple dans la mine, etc. On a aussi des personnes qui travaillent dans des fermes. On a aussi le commerce. Donc en fait, tout autour de ce joyau, on a des petites villes qui viennent alimenter en fait ce joyau. Et à l'extérieur, il y a comme un mur qui protège les habitants de l'eau. Parce que de ce que j'ai pu comprendre, parce que je vous le dis, je trouve que c'est un petit peu flou. L'univers est quand même un peu flou, mais j'ai adoré pour plein de raisons ce roman. Puisqu'autour, en fait, l'île ou la ville est entourée d'eau très haute. Donc il y a un mur qui protège les habitants et le joyau est bien sûr tout en haut, bien protégé. Voilà comment j'ai bien visualisé au niveau de l'univers, mais comme je vous dis, je trouve que c'est le petit bémol de l'auteur, c'est que les éléments arrivent tardivement et même sont un peu flous. Elle nous balance l'histoire, on retrouve Violette tout de suite dans cet orphelinat de mères porteuses, où on lui apprend beaucoup de choses, puisque les mères porteuses ne sont pas des êtres humains lambda, c'est des personnes qui ont des dons, qui ont des pouvoirs, et plus vous êtes très bonne dans vos dons, plus vous savez les pratiquer et les exceller, et plus vous allez être vendu très cher au niveau d'une vente aux enchères. Puisque c'est ça, Violette va être vendue aux enchères et rachetée par une femme du joyau pour porter son enfant. Il y a beaucoup de stress qui pèse sur les épaules des mères porteuses, puisque voilà, elles doivent maîtriser certaines capacités pour faire que l'enfant soit au mieux et plus adapté à la demande de leur propriétaire. C'est vrai que l'univers est très sordide, parce que quand on suit Violette qui est achetée par une des femmes du joyau, et pas n'importe laquelle en plus, elles sont traitées comme des esclaves, elles n'ont pas leur mot à dire, elles doivent s'habiller comme leur maîtresse l'exige, elles doivent manger ce qu'on leur dit, ni plus ni moins, et puis mine de rien, on vous met en cloque quoi, donc vous n'avez pas votre mot à dire, c'est pas rien. J'ai été très curieuse de savoir comment on allait la mettre enceinte, j'avoue. Je me suis dit, mais est-ce qu'on la force à avoir des rapports avec le mari de la femme? Mais je me serais dit, ça aurait été un petit peu gros, puisqu'on les traite vraiment comme des sous-merdes, malheureusement. Et non, c'est bien par insémination. De toute façon, c'était à prévoir, parce que elles sont considérées vraiment comme des esclaves et des moins que rien. Et Violette, en arrivant dans cette demeure, va faire face à une propriétaire qui est vraiment compliquée à comprendre, parce qu'elle est un peu lunatique. Soit elle va être bien lunée et elle va faire des cadeaux à Violette, soit elle va être mal lunée, elle va lui en foutre plein la tronche et la frapper. Les femmes vraiment mères porteuses
sont traités comme des sous-merdes. Il n'y a pas d'autre terme. Moi j'ai été par moments même choquée du traitement qu'on pouvait leur infliger. On les traite même pire que des animaux quoi. Alors déjà les animaux faut bien les traiter, mais alors là on les traite vraiment pas possible quoi. C'est vraiment dur quand on lisait certains passages. Mais franchement l'histoire elle est hyper intéressante parce que c'est la première fois où je lis un roman qui aborde le thème des mères porteuses et surtout dans un univers dystopique. Donc on s'attend à en voir pire qu'à pendre par la suite. Moi j'ai le tome 2 dans ma palle d'ailleurs, ça tombe bien. Je vais sûrement le lire d'ailleurs avec Fanny de la chaîne Les Chroniques de la Fraise. Parce que elle l'a aussi dans sa palle et qu'on aimerait bien lire la suite. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ma lecture. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a beaucoup de retournements de situation. Il y a des choses franchement que je n'ai pas vu venir. Et un conseil, ne lisez pas le résumé. Le résumé va vous parler d'une petite romance, mais franchement... Le résumé n'apporte rien, plongez-vous dans l'univers, découvrez-le par vous-même, franchement c'est ce que j'ai fait et j'ai été agréablement surprise. Le seul petit bémol, c'est ce que je vous dis qui n'a pas été un coup de cœur, c'est que l'auteur nous balance dans l'univers aux côtés de Violette sans nous avoir posé les bases, les fonds, de savoir où on se situe, comment la société fonctionne, on l'apprend beaucoup plus tard, c'est le petit reproche que j'ai pu faire, mais sinon j'ai vraiment adoré, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je passe maintenant à un tout autre genre littéraire. Je vous dis, j'ai vraiment varié pour le mois de septembre et je vais encore le faire sur le mois d'octobre puisque, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur la palle de mon Pumpkin Autumn Challenge 2020. C'est la première fois que je participe à ce challenge et donc j'ai fait une sélection de romans. Il s'agit du coup pour ma première lecture de ce challenge de Il court le furet de M.J. Harlich, publié aux éditions 10-18. Je vous laisserai en barre d'infos le lien de ma vidéo Pumpkin Autumn Challenge si vous voulez voir les livres que je vais prochainement lire. Mais celui-ci rentrait dans un des thèmes. Il faut savoir que ce n'est pas un one-shot, on est sur une saga. J'avais lu le premier tome Amstramgram qui avait été un très gros coup de cœur, je vous mettrai le lien de ma vidéo book review en barre d'infos et j'avais hâte de lire la suite. J'ai du coup eu le tome 2 que je me suis acheté récemment, j'ai le tome 3 aussi et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa que je continue sur ma lancée puisque le tome 1 est encore très frais dans ma tête puisque je l'ai lu fin d'année 2019 et j'avais vraiment envie de retrouver en fait la plume de cet auteur qui franchement m'épate. Il a le don de nous mettre des pistes qui nous faussent tout le long. On s'attend à ce que le tueur soit telle ou telle personne et finalement ce n'est pas le cas. Pourquoi je vous dis que c'est une saga? Alors même si honnêtement vous pouvez lire les tomes indépendamment, moi je vous le déconseille parce qu'on suit toujours un personnage central dans l'histoire qui est autre que Helen Grace qui est un lieutenant. Dans le premier tome en plus je trouve que il fallait qu'il soit le premier de toute façon parce que vous allez en apprendre plus sur le passé de ce personnage et pourquoi elle est devenue flic parce qu'il lui arrivait beaucoup de choses dans sa vie et franchement le premier tome gros coup de cœur, il m'a fait beaucoup penser au film un peu Saw. Donc pour ceux qui connaissent les films Saw et que vous aimez bien, lisez Amstramgram, vous allez être servi, vous allez adorer. Ici donc on retrouve Helen Grace qui va avoir encore affaire à un tueur en série. Et là, on est clairement dans les bas-fonds de la ville de Southampton où on a clairement des prostituées. On est sur un univers avec des prostituées, les Macs, un peu de drogue. On en a un petit peu quand même. On a un petit chouille de drogue, mais pas énorme non plus. Et là, en fait, Helen Grace ne comprend pas. Il semblerait qu'une personne massacre des hommes. La plupart de ces hommes sont comme par hasard mariés. Ne sont pas ce qu'ils semblent être auprès de leur famille. Ils ont tous un lien en commun, c'est de fréquenter des prostituées. Et il se trouve qu'à chaque fois, ces hommes sont retrouvés avec la cage thoracique complètement ouverte du haut jusqu'en bas, bien écartée, et il leur manque toujours leur cœur. Ce cœur est envoyé par la suite soit aux familles des victimes, soit à leurs collègues. Enfin voilà, le cœur est un symbole de cadeau. Donc c'est vraiment particulier. Moi au départ je me suis dit oh faut quand même avoir l'estomac accroché parce que l'auteur en plus nous donne beaucoup de descriptions très sympathiques et très sanglantes. Donc si vous n'avez pas l'estomac accroché, si vous n'aimez pas l'hémoglobine, ne lisez pas cette saga. Par contre vraiment je vous le déconseille parce qu'il y a des passages où moi-même je me suis dit wow. Et déjà le premier tome il y avait des passages qui me... limite j'avais envie de vomir, mais du coup là le tome 2 n'a pas fait exception. Ça n'a pas été un coup de cœur, par contre ça a été une très bonne lecture. Pourquoi pas un coup de cœur? Parce que c'est vrai que l'univers de la prostitution n'était pas forcément celui qui m'intéresse le plus. Par contre
j'ai trouvé l'esprit de se dire voilà qu'on tourne autour de ça et que c'est des hommes qui sont infidèles qui finalement sont les victimes, c'était bien trouvé. Comme si limite, bah bien fait pour votre gueule, vous le méritez. Et d'ailleurs plus d'une fois, on a des personnages qui font comprendre que bah ils ont eu ce qu'ils méritaient parce que voilà ils étaient infidèles. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien ficelé. J'ai été énormément choquée par la révélation du tueur. Je ne m'y attendais pas. Comme je vous dis, on a toujours des petites fausses pistes. Et moi, je me suis dit, mais c'est sûr que c'est cette personne. Et en fait, pas du tout. Donc, très agréablement surprise par la révélation. Parce que c'est ça le but quand on lit un thriller, c'est qu'on tombe sur nos fesses quand on apprend la révélation. Et bah, chaque fois là, avec M.J. Arledge, c'est ce qui se passe dans ces romans. Le tome 1, j'ai été sur les fesses. Le tome 2, je suis encore sur les fesses. Et j'ai hâte juste de lire le tome 3. Un gros point positif dans ce roman, c'est qu'en plus, on alterne les points de vue. Donc on est aussi bien dans la tête du commandant Ellen Grace que dans d'autres personnages, notamment par exemple on a Charlie qui est un autre agent qui en fait se fait appeler Charlie mais elle s'appelle Charlène. Donc déjà là, quand j'ai vu l'Amstramgram, je me suis dit ok, la fille s'appelle Charlie, en vérité c'est Charlène, c'est la première fois que je vois mon prénom dans un roman, mais bon, manque de peau, c'est dans un roman thriller. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un lien parce que j'adore ce genre d'histoire, parce que j'adore les films d'horreur, mais du coup, j'ai été surprise de retrouver aussi des personnages du premier tome. Ça fait plaisir de voir leur évolution. On voit aussi que pour certains, ils ne sont pas sortis indemnes de leur première enquête dans Amstramgram, mais franchement, une histoire palpitante, une révélation choquante. Voilà, c'est... Pour moi, M.J. Arledge devient une valeur sûre en thriller. Donc j'ai La Maison de Poupée, c'est le tome 3 qui est dans ma palle. J'ai hâte de le lire, je pense que je ne tarderai pas non plus, mais franchement, je vous le recommande à 1000%. Si vous aimez les thrillers, lisez cette saga parce qu'elle est vraiment super. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un deuxième livre qui fait aussi partie du Pumpkin Autumn Challenge, mais dans un autre menu, dans une autre sous-catégorie. Il s'agit de Le Pays des Contes, le tome 2, Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Il faut savoir que dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai beaucoup sélectionné de tomes 2 pour avancer dans mes sagas. Il court et court le furet est un tome 2, celui-ci est un tome 2, il y a beaucoup de tomes 2, ça me permet d'avancer. Et c'est vrai que ce tome-là me faisait très envie parce que j'avais commencé en 2017 et arrêté parce que c'était pas une bonne période pour moi à ce moment-là. Mon grand-père n'allait pas du tout bien, j'avais pas forcément envie de lire, donc je l'avais arrêté et jamais repris. Et je me suis dit, bah là c'est l'occasion, il rentrait parfaitement dans une catégorie, je crois que c'était la catégorie des contes et les romans qui nous font du bien. Et moi, bah, quand on parle de romans avec des personnages, par exemple de Disney, forcément ça me fait du bien. Et une très grosse révélation. Déjà, le premier tome du Pays des Contes, j'avais adoré, ça avait frôlé le coup de cœur. Et celui-ci, par contre, a été un coup de cœur parce qu'il était encore meilleur que le premier. Ici, on suit en fait toujours deux enfants dans le tome 1. Là, ils sont un peu plus pré-ados. On suit en fait Alex et Connor. Donc Alex est une jumelle, Connor est son jumeau. Et les deux enfants, un beau jour, vont se retrouver comme par magie, aspirés dans un roman de contes de leur grand-mère et de leur père. Et ils vont atterrir dans le Pays des Contes. Le Pays des Contes, vous l'avez en carte dans le roman, dans chacun des tomes en fait. Il se présente comme ceci, donc vous avez différents royaumes. Et les enfants vont avoir à chaque fois une quête. Donc dans le premier tome, il y a une quête qui leur permettra de revenir dans leur monde réel, mais également d'aider différents personnages de cette histoire. Parce qu'on a par exemple le petit chaperon rouge, on a Boucle d'Or, on a... alors ici dans ce tome-là, on va avoir la Reine des Neiges, on va avoir la méchante reine dans Ariel, la petite sirène, donc Ursula, mais bon elle s'appelle pas vraiment Ursula. Mais voilà, on retrouve des petits clins d'œil des personnages de Disney qu'on connaît et qu'on affectionne. Et par exemple la méchante reine aussi de Cendrillon. On va retrouver Cendrillon, on va retrouver Blanche-Neige. On retrouve beaucoup de personnages de Disney. Et c'est ça qui fait le charme de cette histoire. Mais en plus de ça, l'auteur ne s'est pas contenté de faire un copier-coller. C'est vraiment une réécriture de conte. Il nous donne des anecdotes sur cette histoire, sur comment c'est vraiment fini peut-être les histoires de Disney. Et qu'en fait c'était peut-être pas vraiment comme on nous le disait. Donc vraiment, toujours un gros coup de cœur. Donc le premier tome, j'avais adoré. Ici, on a forcément Connor et Alex qui vont encore une fois se retrouver dans le Pays des Contes. Mais là, on est déjà un petit peu... Si vous voulez, ça m'a fait penser un peu à Harry Potter. C'est-à-dire que plus on avance dans les tomes et plus il commence à devenir un peu plus sombre.
Dans le premier tome, Alex et Connor étaient vraiment très jeunes. Je crois qu'ils avaient peut-être 11 ans, parce que là je crois qu'ils en ont 12 dans ce tome-là, ou 13. Bref, ils étaient encore un peu enfants quand même. Et bon, l'histoire n'était quand même pas déjà très douce avec eux, hein. Il leur arrive beaucoup de péripéties. Mais là, dans ce tome 2, on nous aborde quand même la mort. On aborde la mort de certains personnages, alors que dans le premier tome, pas du tout. Donc, je me rends compte que finalement, non seulement il nous fait évoluer les personnages, mais il fait évoluer aussi son univers qui devient un peu plus dangereux, parce que là on va avoir le retour justement de l'Enchanteresse, qui est cette femme et qui est horrible et qui va faire des choses horribles justement au Pays des Contes, et ça va beaucoup blesser et affecter Connor et Alex, parce que le Pays des Contes c'est leur souvenir avec leur papa, avec leur grand-mère, avec leur mère, enfin voilà, c'est vraiment un lieu vraiment très attachant pour eux, très important. Donc j'ai vraiment adoré, parce que on a des péripéties tout le long. Là, en fait, on se repose pas. À chacune des pages, il se passe quelque chose. En plus, c'est vrai que les chapitres sont toujours illustrés. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'à chaque chapitre, vous avez une illustration qui est vraiment super jolie. Je trouve que le livre en lui-même, l'objet livre, est soigné. Et en plus de ça, les couvertures sont magnifiques. Franchement, les couvertures, celle-ci, c'est... J'ai vu les autres sont magnifiques aussi, mais alors celle-ci, elle est vraiment magnifique. Je l'adore, parce qu'en plus, elle est violette et c'est ma couleur préférée. Et ça tombe bien, j'ai le tome 3 dans ma palle, donc je pense que je le lirai l'année prochaine pour, pareil, pas perdre le fil, même si l'auteur, j'ai trouvé que très bien, au début du roman, nous rappelle assez vite où on s'en était arrêté avec le tome 1, ce qui s'est passé pendant un an, parce qu'on retrouve les personnages un an après leur retour du Pays des Contes. Mais franchement, si vous aimez Disney, si vous aimez les réécritures de contes, lisez cette saga, c'est jeunesse, hein, faut pas se leurrer, mais elle est excellente. Et moi, franchement, le personnage que j'aime d'amour dans cette saga, c'est Connor. Ce petit garçon, qui maintenant est un ado, hein, parce qu'en plus ils en ont marre qu'on dise qu'ils sont des enfants dans ce tome-là, ce garçon est drôle à souhait. Il nous sort des répliques, je vous jure, moi il y a eu plus d'une fois où je souriais, ou alors que je rigolais même, parce que c'est excellent, il nous sort des trucs, enfin... Il y a des répliques vraiment cinglantes ou vraiment un très bon humour. Franchement, moi je dis respect toujours aux auteurs qui arrivent à nous faire rire dans leurs livres. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un humour. On peut sortir une réplique qui ne va pas avoir du tout l'effet escompté. Et là, franchement, j'ai vraiment rigolé. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Et c'est pour ça au départ, je me suis dit, mais tu mets un 4 sur 5 ou un 5 sur 5? Et je me suis dit, non, en fait, je peux mettre que c'est un coup de cœur parce que c'est encore meilleur que le premier tome. Vous l'aurez compris, donc un gros coup de cœur pour ce second tome. Je lui ai donc mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés. Est-ce que vous l'avez aimé ou non? Est-ce que je vous ai fait envie de découvrir certains romans? En tout cas, je l'espère. Comme je vous le dis toujours, tous les liens dont je vous parle sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, parce que c'est vrai que je ne le dis jamais sur ma chaîne. J'ai pas pris l'habitude forcément de vous le dire, mais c'est important qu'on ait des retours parce que ça nous motive, parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait plaît. Hein, le but c'est d'échanger, c'est pas de tourner une vidéo pour tourner une vidéo, parce que si je fais ça, je peux le faire sur mon portable mais je poste pas de vidéo quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas aussi à la commenter. Hein, c'est important de commenter, d'échanger, parce que c'est un réseau social YouTube, donc c'est bien d'avoir des échanges. Et n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner si vous aimez ma façon de présenter ou de parler de mes lectures. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être toujours là dans mes vidéos, de me suivre dans mes péripéties, même si je suis pas forcément toujours régulière, tout simplement parce que je poste des vidéos uniquement quand j'ai quelque chose à vous dire ou un sujet qui m'intéresse. Parce que poster des vidéos pour poster des vidéos, ça ne m'intéresse pas tout simplement. Donc merci d'être toujours là et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!